Donc je suis avec Richard Wagman, que je connais depuis 25 ans, et qui a l'honneur de nous publier cet ouvrage, La Palestine, une question juive. Et donc c'est un sujet que tu suis depuis longtemps, Ah oui, la cause euh, palestinienne. 40 ans, quelque chose comme ça, on va le dire. Ouais. Oh, ben, comme beaucoup de juifs, la question d'Israël, la Palestine, ça ne nous laisse pas indifférents. Alors on Donc, va revenir un peu sur ton histoire, puisque je la connaissais un petit peu, ça me rafraîchira la mémoire. ouais, Donc tu avais créé une association, en effet, comment s'appelait-elle là, déjà? elle s'appelle toujours l'Union juive française pour la paix, Voilà, UJFP, voilà, très bien. effectivement. Donc, alors est-ce que tu peux faire le bilan de l'action de cette association? Le bilan. Écoutez, je l'ai fondé avec quelques amis lors d'un Seder de Pessah, c'est-à-dire le repas rituel pour la Pâque juive. C'était en 1994, quelques mois après les accords d'Oslo. Et au moment des accords d'Oslo, ça chantait, ça dansait dans les rues, en Oui. Palestine et en Israël. Jusqu'à Parce que l'assassinat de Rabin. Oui, c'est ça. voilà, ben, les gens pensaient qu'on voyait enfin la lumière au bout du tunnel et il y avait peut-être un règlement politique en vue Oui. du conflit. Et Rabin, effectivement, a traîné les pieds, n'a pas voulu appliquer les accords qu'il a signés lui-même, n'a pas libéré les prisonniers politiques, n'a pas autorisé des élections libres dans les territoires palestiniens sans entrave des forces d'occupation. Bon, la liste est très longue. En tout cas, il a fini par se faire assassiner 2 ans après Par un un juif. fanatique colon israélien qui habite dans les territoires occupés. Et avec sa mort, le processus d'Oslo est mort aussi pour Ah toute bon? cette pratique. Ben, il a été rapidement remplacé au poste de Premier ministre par Shimon Peres, qui lui a perdu les élections suivantes au profit Voilà. d'un certain Benjamin Netanyahu, n'est-ce pas? Et c'était il y a 25 ans. Aujourd'hui, qui vient de remporter les élections En effet. législatives, le même, pour un quatrième mandat. Alors, c'est assez catastrophique. La société israélienne s'est dégringolée vers une position très droitière. Dégradé, oui. Les colons ont fini par avoir gagné. Enfin là, on pensait, enfin là, encore, il y a encore quelques semaines, on croyait encore que peut-être la gauche allait l'emporter, hein. Donc c'est quand même Il y très avait des disputé. possibilités, mais c'est ce qui reste de la gauche en Israël, bon, hormis Hadash, animé par le Parti communiste, qui est assimilé à un parti arabe. La gauche en Israël, le Meretz a 4 députés maintenant, je crois. Une partie de la gauche laïque, sionisme et de gauche quand même. Sinon, Mais enfin, parti ils auraient eu travailliste 2 ou israélien, 3 voix de plus, ils pouvaient éventuellement, s'ils étaient 2 ou 3 députés de plus, ils pouvaient éventuellement demander à être le gouvernement. oui, c'est possible. Mais l'Union sioniste dirigée par Yitzhak Herzog était secondée par Tzipi Livni de Hatuna, qui, elle, n'a pas de gauche. C'est une femme politique de centre-droite, pas de la droite extrême, centre-droite quand même. Mais il y aura là une coalition électorale, il y en avait, hein, qui n'a pas remporté les élections. Qui aurait pu. Mais entre le centre-droite et le centre-gauche. Oui. Donc éventuellement, au mieux, un gouvernement centriste. Oui. La gauche israélienne, malheureusement, Ah d'accord. elle est très loin du compte. Bon, alors donc, quelle est la raison d'être de ce nouveau livre alors? On va monter. Tiens. Il va pas partir tout de suite. Alors, et c'est un livre qui vient de sortir? Le livre a été publié l'année dernière, en 2014, et voilà, je commence à le faire connaître, tant bien que Donc mal. c'est un bon titre en tout cas. C'est un bon titre, c'est très sérieux. C'est une question juive ou une question israélienne? Parce que pas ça... du tout israélien, juif. C'est-à-dire c'est une question depuis longtemps qui interpelle les juifs du monde entier, la question de la Palestine. Quand tu dis la Palestine, ça inclut également Israël en fait. Ça dépend dans quel sens tu emploies le mot. Le train ne prend pas de voyageurs. Ah bon? Oui. Ah oui, il avait dit que... C'est réglé, hein? Donc, Pardon. tu sais qu'avant la création de l'État d'Israël, on parlait de... On peut pas attendre parce qu'il y a du bruit, hein? Non, mais on entend quand même très bien. Ah bon? Ben, ah oui, c'est sûr. Oui. Bon. On employait le mot Palestine pour désigner également tout Israël avant la création de l'État d'Israël. Hein. D'ailleurs, on disait, Avant la création de on l'État disait d'Israël. l'agence juive pour la Palestine. Oui, bien sûr. Avant la création de l'État d'Israël, c'était appelé la Palestine. Voilà. Et c'était appelé la Palestine
depuis un peu plus de 2 millénaires. Bon, les Palestiniens, ce sont ceux qui habitent en Palestine, tout simplement. Maintenant, depuis la proclamation de l'État d'Israël par Ben Gurion en 1948, on l'appelle le pays Israël. En tout cas, la partie d'Israël dans ses frontières internationalement reconnues, mais il n'empêche, la Palestine, c'est la Palestine historique, c'est-à-dire tout cet espace-là, occupé maintenant par l'État d'Israël, y compris les parties qui sont supposées d'être des territoires palestiniens. Gaza, Et même en fait, même le mandat palestinien des Britanniques comportait également la Jordanie. Je ne sais pas si tu le sais. Non, la Palestine sous le mandat britannique était la Palestine historique, c'est-à-dire du Jourdain à la mer. Non. Et la Jordanie était une colonie britannique aussi. Non, ça faisait partie de la Palestine. En 1920, ils ont commencé à abandonner déjà cette partie-là aux Arabes. Ouais, mais sous leur mandat britannique, c'était initialement, ça faisait partie de la Palestine. D'accord, si vous voulez. De toute façon, la majorité des Jordaniens sont d'origine palestinienne, effectivement. Les deux pays, la Palestine comme la Jordanie, étaient des anciens protectorats britanniques. Alors, est-ce que tu veux nous dire plus précisément, donc, en quoi la Palestine est-elle une question juive? C'est une question juive dans la mesure où ça ne laisse pas les Juifs indifférents, c'est le moins qu'on puisse dire, et les Juifs se positionnent dans un sens ou dans un autre, pour ou contre, mais sans que ce soit forcément le centre de la vie juive. Et il n'empêche, c'est une question un peu incontournable. Au début du XXe siècle, c'était une question parfaitement contournable dans la mesure où le mouvement sioniste était groupusculaire. Mais depuis, disons, les années 1930, ça a commencé de peser de tout son poids, devenir une question sérieuse pour l'ensemble des Juifs, qu'ils soient sionistes ou non, parce qu'il y avait la montée de l'antisémitisme et des persécutions en Europe. Les nazis se pointaient à l'horizon, ont fini par prendre le pouvoir en Allemagne au début des années 30. Et à partir de ce moment-là, la question de la Palestine se posait à tous les non-juifs. Même ceux qui étaient contre, c'était encore la majorité. Mais surtout les Juifs allemands, en l'occurrence, à l'époque. Pas que les Juifs allemands. Les Juifs dans l'espace soviétique, ceux en Europe centrale, ceux qui habitaient en Allemagne. L'antisémitisme pesait de tout son poids. Tu veux dire que partout, la Palestine apparaissait comme étant la solution à l'antisémitisme? Non, la solution était de deux côtés, soit les communistes et les bouddhistes, ainsi que les anarchistes, n'est-ce pas, qui ont combattu pour l'égalité des droits et pour une autonomie culturelle en Europe centrale et en Europe de l'Est. Ceux qui habitaient à ce moment-là dans l'URSS étaient émancipés par la révolution russe. Oui. J'attends la SNCF. Bon, donc. Mais l'autre solution était de partir. Et les Juifs l'ont fait massivement, mais pas en Palestine. Ils sont partis en Amérique. C'est ça, voilà. L'émigration juive était vers le Canada, les États-Unis, l'Argentine, le Brésil, mais massivement. Il y a des communautés importantes qui sont parties en Afrique du Sud, c'était avant l'apartheid, au début du XXe siècle, en Australie. Et surtout en Argentine. Oui, beaucoup. Ma famille est partie en Argentine. L'horizon, c'était le départ. Outre-mer, c'était pas la. C'était pas forcément la Palestine, d'accord. Allons-y. Bon, alors est-ce qu'on est au cœur du sujet? Alors où est-ce que tu veux nous emmener finalement? Finalement, c'est Ben Gurion et le mouvement sioniste qui nous a amenés en Palestine, bien malgré nous, jusqu'à un certain point. Les Juifs qui ne sont pas partis là-bas, qui sont restés dans leur pays de résidence respective. Et finalement, l'association que j'ai fondée, par exemple, milite pour une paix juste au Proche-Orient, pour que les Israéliens et les Palestiniens puissent s'entendre, enfin avoir un règlement politique et mettre fin à ce conflit. Mais les Juifs continuent en Europe et ailleurs, et il n'empêche, les yeux se tournent vers la Palestine pour savoir qu'est-ce
qu'on fait de ce conflit-là. Et les dernières élections israéliennes ne donnent pas beaucoup d'espoir. Si je comprends bien, tu penses que les Juifs ne doivent pas s'omnubiler ou se focaliser sur la Palestine, en fait. Ils peuvent s'y intéresser sur le plan humain, sur le plan, mais pas forcément pour eux-mêmes. Ce n'est pas leur destin nécessairement de se polariser sur la Palestine par rapport à leur propre existence. Par rapport à leur destin et à leur existence, non. Mais par rapport au piège dans lequel l'agent juif et l'État d'Israël les ont enfermés, malheureusement, oui. Dans le sens où la diplomatie israélienne prétend encore parler au nom des Juifs du monde entier, c'est ce qui est une supercherie. Israël se présente comme l'État des Juifs, c'est ce qu'il n'est pas. Et de ce point de vue-là, moi, en tant que Juif français ou Juif canadien, je suis les deux, me sens obligé de me démarquer de l'État d'Israël. Est-ce que tu penses qu'actuellement, par exemple, la question israélienne est une des causes de la fragilité de la situation des Juifs en France ou des menaces qui pèsent sur les... Je ne pense pas, de façon marginale ou de façon indirecte. Parce que est-ce que la judéophobie arabe en France, elle est liée à la question israélienne? La judéophobie en France, ou l'antisémitisme, si on préfère l'appeler ainsi, n'est pas principalement arabe. Mais même dans la communauté maghrébine, dans les familles issues de l'immigration du monde arabe, on peut voir ce phénomène. Il y a certains d'entre eux qui singent l'antisémitisme européen et reprendre ces vieux préjugés. Donc indirectement, on peut dire que oui, à partir de la deuxième intifada, que le conflit israélo-palestinien a fait une petite incursion dans ce domaine et a mis une couche sur ce qui n'arrange pas les choses. Mais fondamentalement, le mal-être juif dans les différents pays d'Europe ou ailleurs n'a pas dû directement au conflit israélo-palestinien. Il y a maintenant une montée d'un certain obscurantisme et fondamentalisme musulman qui se présente sous forme de djihadistes. Et ces djihadistes s'en prennent tant aux juifs qu'à l'Occident dans son ensemble. On a vu l'attaque au musée juif de Bruxelles faite par un Français d'origine maghrébine. De même, à Toulouse, le massacre à l'école aux Artois perpétré par Mohamed Merak, un djihadiste franco-algérien. Bon, c'est deux exemples récents. Évidemment, la tuerie à Porte-Vincennes, à l'Hypercacher, suite au massacre de Charlie Hebdo à Paris. Encore une fois, c'était au nom du djihadisme que ces fanatiques... À ce propos, est-ce que tu penses que quelque part, le gouvernement français a donné des signes forts qu'il tenait à la communauté juive française? Le défilé du mois de janvier, est-ce que ça n'a pas été une marque de solidarité par rapport aux Juifs, quelque part? Bien sûr, je le crois. Et même la présence... Assez fort, mais peut-être pas assez équilibré, dans la mesure où, dès lors que l'État français se présente comme protecteur de l'ensemble de ses citoyens, ils doivent les protéger de façon égale. Il y a eu beaucoup d'égards pour la communauté juive et pour cause, compte tenu justement de ce massacre à l'Hypercacher de la porte de Vincennes qui ciblait ses victimes parce que juifs. Donc la protection de l'État pour cette communauté est de mise, c'est normal, mais la montée de l'islamophobie est un phénomène beaucoup plus inquiétant dans la mesure où il y a beaucoup plus d'incidents, beaucoup plus de victimes, et l'État français ne monte pas au créneau. Excuse-moi, est-ce qu'actuellement, est-ce que moi je ne sais pas, ça m'est sorti de l'esprit, est-ce qu'actuellement il y a eu des menaces sur les lieux de culte musulmans de la part des juifs ou des chrétiens? Non, pas de la part des chrétiens ni de la part des juifs. Donc ils n'ont pas le même problème, ils sont moins menacés quand même que les juifs. Il y a eu si je m'abuse, il y a eu 7 mosquées qui ont été visées dans des attaques physiques depuis le massacre de Charlie Hebdo. Oui, d'accord. Ça va des simples tags jusqu'à une attaque au cocktail Molotov contre les lieux de culte musulmans. Il n'y a heureusement aucune synagogue qui n'a été ciblée depuis le massacre de Charlie Hebdo. Il faut dire qu'ils ont mis des soldats partout. Hein.
faut le dire, ça peut être dissuasif. Il y a des gendarmes mobiles ou des militaires devant les lieux de culte juif. Je ne sais pas si chaque synagogue a un militaire ou un homme en uniforme devant sa porte, mais en tout cas, ils sont vraiment protégés. C'est en train d'ailleurs de se... Ça va peut-être pas durer indéfiniment, cette protection. J'espère que non, parce que quand on va pour l'office de Shabbat ou pour un mariage ou un bar mitzvah à la synagogue, c'est pas nécessairement pour croiser un homme en armes qui porte une arme de guerre. Oui. Quand même, c'est une drôle d'ambiance. Oui, oui. J'espère que ça ne dure pas. Mais en même temps, c'est quand même peut-être utile. Enfin, bon. Ça peut être utile, effectivement, s'il y a des menaces réelles. Tout ça, c'est dans la foulée de Charlie Hebdo et dans le plan Vigipirate. J'espère que ça ne va pas... Est-ce que l'opération au mois de... L'opération contre Gaza de la part d'Israël, est-ce que ça n'a pas aggravé les choses au niveau avec les défilés des deux côtés C'est à la fois le massacre contre les civils de Gaza l'année dernière par Israël a aggravé beaucoup de choses. D'abord, la vie des Palestiniens, c'est une évidence. Ça a aggravé la frustration que ressentent ceux qui sont solidaires avec la Palestine. Pas uniquement chez les gens originaires du monde arabe, mais chez les Français, chez les gens en général. Enfin, le gouvernement français a vraiment mal géré la chose pour être généreux, pour ne pas dire pire, dans la mesure où il a interdit les manifestations de solidarité avec la Palestine dans l'été 2014. 2014, je me trompe de siècle, 2014. Tandis que c'était le seul pays occidental qui a osé interdire les manifestations. Ils n'ont pas dissolu le milice d'extrême droite sioniste Ligue de défense juive, bien qu'il y avait des propositions dans ce sens pour cette dissolution, parce qu'il y avait d'autres milices d'extrême droite qui ont été dissolues en France, mais qui n'étaient pas juifs. Il y a un certain nombre d'indices dans ce sens. Le 14 juillet, c'était la fête nationale française l'année dernière, en 2014, à l'ambassade de France à Tel Aviv. Ils ont fait une balle pour le 14 juillet, normal, on fait ça partout. Mais c'était une œuvre au profit d'une œuvre caritative pour les victimes de guerre. Encore une fois, rien à redire, c'est très louable. Sauf les victimes de guerre en question n'étaient pas le peuple de Gaza qui a été sous les bombes israéliennes, c'était pour les familles de Sderot qui sont allées à Tel Aviv pour éviter les Qassam tirés par la résistance palestinienne. Je trouve ça déplacé de la part de l'État français et de son ambassade à Tel Aviv de ne pas venir en secours aux victimes palestiniennes, mais de secourir quelques familles israéliennes aux abords de Gaza qui a cru bon de fuir plutôt que alors, revenons donc recevoir les représailles palestiniennes. Revenons sur cette expression. Est-ce qu'on peut résumer un petit peu ta démarche? Pourquoi la Palestine est-elle devenue une question juive? Elle est devenue une question juive dès les années 1930, à mon sens, dans la mesure où les juifs du monde entier étaient plus ou moins obligés de se positionner pour, contre ou autrement, mais de prendre parti sur ces conflits, dans la mesure où la Zone juive les a interpellés, les a sollicités, les a intimés. Mais ça pas nous. Est-ce que c'est devenu plus? Est-ce que ça continue à l'être ou ça l'est encore plus qu'avant? Plus qu'avant maintenant, malheureusement, la population juive d'Israël n'arrête pas de croître. Il y a des juifs du monde entier qui arrivent et il y a des grappes entières de population israélienne qui partent. Donc il y a la montée vers Israël, il y a le ride, c'est la descente, c'est-à-dire le départ d'Israël. Maintenant, on parle de la diaspora juive, ça fait référence aux communautés juives en Europe, en Amérique, en Australie, en Afrique et ailleurs. On appelle ça la diaspora. C'est un mot impropre parce qu'il n'y a pas de centre. Mais par contre, il y a maintenant une diaspora israélienne. C'est des Israéliens à Toronto, une vraie diaspora. à San Francisco, à Paris, à Berlin, à Londres, à Buenos Aires, un peu partout dans le monde. Et là, c'est une vraie diaspora. Oui. Il y a des Israéliens qui, eux, s'installent ailleurs parce qu'ils fuient la situation de guerre, la crise économique, le racisme contre les Arabes palestiniens, toute cette lourdeur de la société israélienne. Ils s'en vont.
s'installe en Europe ou en Amérique et il vit une vie normale, comme tout le monde. Il vit leur judaïté en toute liberté. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de conscription, il n'y a pas d'occupation. Alors je voudrais te poser une autre question. Est-ce qu'à ton avis, quel est l'avenir du judaïsme français aujourd'hui avec la question maghrébine? Est-ce que ça peut s'arranger? Ça peut se bien sûr, ça peut s'arranger. Ça va s'arranger, je pense bien. Je n'ai pas de doute. Les Maghrébins, toutes confessions confondues, les Juifs, les musulmans ont vécu ensemble pendant de longs siècles, pendant que les Juifs européens ont eu droit aux ghettos, aux persécutions, aux pogroms, aux massacres, à l'exil forcé, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. On vivait ensemble, relativement bien. Il y avait des hauts et des bas. Il n'y avait pas de massacre comparable à ce qui se passait en Europe. Donc, cette tradition millénaire déjà de cohabitation, avec une politique de bon voisinage dans le monde arabe, ça peut très bien continuer et je pense que c'est vrai. Mais Israël a jeté un pavé dans la mare et a perturbé ses relations. On peut dire qu'Israël n'est plus la solution, mais le problème. Tout à fait. Israël est le problème pour les Juifs du monde arabe, de l'Afrique du Nord jusqu'au Moyen-Orient, a déréglé les relations séculaires qui existaient entre les communautés juives et leurs voisins musulmans pendant toute cette période. Est-ce que si on continue dans cette logique, est-ce qu'on peut penser que la création même du foyer juif en Palestine, dans les années 1920, avait déjà déstabilisé la population juive en Europe? Ou l'image de la population juive? Dans la mesure où les nouvelles de cette création de foyer national est venue à court but et n'était pas le centre de la vie juive de l'époque, était plutôt un phénomène marginal, en tout cas très minoritaire. C'était postérieur aux années 20 que ça commençait à perturber vraiment les choses. Mais on ne peut pas dire en Europe que c'est le projet sioniste de créer un foyer national juif en Palestine qui a perturbé les juifs européens. C'est le fascisme, c'est les nazis, c'est la montée de... Non, mais je n'ai pas seulement voulu dire les juifs, mais l'image des juifs aussi. Je pense que l'image des Juifs a commencé de sérieusement ternie en 1948 avec la Nakba, l'expulsion de 800 000 Palestiniens de leur foyer. Là, on commençait à poser des questions. Et avec la guerre de Suez en 1956, quand Israël a participé à l'agression franco-britannique contre l'Égypte, qu'encore une fois, l'image des Juifs s'est sérieusement ternie. Ah, c'est la guerre d'Austerlitz. Tiens, on continue sur le quai. Mais malgré tout, le problème, c'est qu'effectivement, ton discours, est-ce qu'il est minoritaire, ton discours dans la communauté juive? Je voulais juste finir par dire la guerre de 6 jours. En 1967, je pense, a achevé le processus de dégradation de l'image des Juifs dans le monde, dans la mesure qu'on les assimilait à l'État d'Israël, avec l'occupation de la Cisjordanie, de Gaza, de Jérusalem-Est, du Golan, et le début de la colonisation de ces territoires par les expatriés. Oui. Mais les Juifs se sont également complètement impliqués dans cette affaire. Les Juifs? Oui, les Juifs. La guerre des 6 jours a créé un engouement particulier de la part des Juifs français vers Israël. Parti, mais pas des masses. Ça a modifié aussi la relation judéo-israélienne et diaspora. Oh, les Juifs israéliens, écoutez... Est-ce que tu étais en 67, tu n'étais pas en France à l'époque? Voilà, donc tu n'as pas connu la situation des Juifs français en 67-68. Je n'ai pas vécu à titre personnel. Je l'ai vécu au Canada, où il y a une importante communauté juive. La guerre de 6 jours était quelque chose qui a fait le tour du monde en termes d'émotions, de réactions, et particulièrement chez les Juifs, pas uniquement. Mais dans les communautés juives au Canada, par exemple, on ne parlait que de ça. D'accord. Ça faisait la une des journaux. Et évidemment, les gens se positionnaient, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas?
effectivement. Mais le travail de l'agence juive, depuis la proclamation d'Israël par Ben Gurion en 1948, avec les guerres qui s'en ont suivies, avec cette menace existentielle. Tiens, la SNCF. Monsieur, pour votre sécurité, ne laissez aucun bagage ou objet sans surveillance. Le abandon vous exposerait à des poursuites. Merci, SNCF. Aux agents des gares, tout colis. Plan Vigipirate, attention. Ouais. Merci de votre vigilance. Ladies and gentlemen, for your safety. On va l'avoir en japonais aussi. Ah ouais, en japonais. C'est moi qui l'ai traduit pour la SNCF à un moment donné, il y a quelques années. Ils ont retenu le service. Thank you for your cooperation. Bon, non. Bon, voilà. Donc, en espagnol, por favor. Pas japonais. Aujourd'hui, c'est Ah, c'est espagnol. pas fini, c'est pas fini. Ah, putain. Alors, ils vont faire le tour du monde. Ah, ben Paris est une ville internationale. Ah, ben, absolument. Non, mais voilà. Donc, après ces guerres, c'est la poussée l'expulsion des réfugiés palestiniens de leur foyer et de leur terre, le début de l'occupation des territoires palestiniens par Israël à partir de 67. L'image des Juifs du monde entier s'est un peu dégradée dans la mesure où on les assimilait à l'État d'Israël. L'agence juive et la diplomatie israélienne a fait son œuvre et il y avait cette assimilation qui était encore fallicieuse dans la mesure que même aujourd'hui, au moment qu'on parle, la majorité des Juifs n'habitent pas en Israël, ils habitent en Amérique, Oui, en non, mais Europe. mais enfin, actuellement, la question que je te posais, c'était de savoir si tu n'avais pas l'impression que Israël joue un rôle très important dans la pensée, dans l'imaginaire des Juifs de France aujourd'hui. Que ce soit le CRIF, que ce soit les Bnei Brik, que ce soit dans différents endroits juifs, religieux, il y a toujours cette idée, l'accent mis sur Israël. Dans l'imaginaire. Et sans parler des défilés de solidarité qui a eu lieu à côté de l'ambassade d'Israël pendant l'été 2014, etc. Sur l'imaginaire juif, il y a eu des périodes où le judaïsme, à travers les siècles, s'est transformé d'une simple religion à une culture une culture propre avec sa langue, et ses us et coutumes, ses mœurs, sa cuisine, ses traditions, sa littérature, sa musique, et ça dépassait l'aspect purement religieux. À partir du XVIIIe siècle, il y avait la Halaska, c'est-à-dire les lumières juives, Haskalah, les lumières juives, et vers la fin du XIXe siècle, une importante poussée juive laïque incarnée en Europe par le Bund, l'Union générale des travailleurs socialistes et juifs de Lituanie, de Pologne, de Russie, qui avait une forte identité juive. Par ailleurs, la langue de travail du Bund, c'était bien le yiddish, mais qui était anticlérical, pas seulement religieux, mais presque à l'encontre des institutions de la tradition religieuse. Donc, il y a eu ces transformations. Aujourd'hui, au début du XXe siècle, le judaïsme, c'est quoi? Du XXIe siècle. 21e, c'est pas ça que j'ai dit? Je me trompe encore de siècle, ça c'est grave. Hein? Il faut psychoanalyser ça. En tout cas, le judaïsme, pour beaucoup de gens, c'est la religion pour les croyants. Ça, c'est très bien. Pour eux, c'est casé. Et pour les autres, parce que la majorité n'est pas pratiquante. Hein? Alors, c'est quoi le judaïsme? C'est une identification à l'État d'Israël, pour beaucoup, ou encore le mémoire de la Shoah. C'était du génocide hitlérien et les suites, et un esprit de prévenir toute forme d'antisémitisme, bien entendu, mais également un esprit antifasciste de combattre les dérives de la stigmatisation d'une minorité et en faveur des libertés, des droits égaux pour chacun. Ça, c'est très fort encore chez beaucoup de Juifs pour cette raison-là. Mais voilà, le judaïsme d'aujourd'hui, en dehors de la religion, c'est la mémoire de la Shoah et c'est Israël. Alors, il y a une sacrée transformation quand même. Donc, en fait, les Juifs laïcs sont les plus vulnérables par rapport à ça. Parce qu'ils n'ont pas le religieux pour les soutenir. Et donc, ils ont tendance à penser en termes de pays, d'histoire et même éventuellement de race. Oui, effectivement. C'est un drôle de paradoxe que les Juifs laïcs soient les plus vulnérables parce que c'est également eux qui sont les plus nombreux.
C'est-à-dire qu'il y a plus de juifs laïcs que des juifs religieux. Qui se lève le matin un samedi pour aller à l'office du Shabbat à la synagogue? Ou même le vendredi soir. Ou le vendredi soir, pour l'office du vendredi soir. Il y en a encore, mais c'est très peu. Le consistoire en France, c'est la représentation officielle de la communauté juive auprès de l'État. Le consistoire représente qui? Exactement 5% de la population juive en France. 5. Et moi, comme toi, nous faisons partie des 95% des juifs français qui ne sont pas membres du consistoire. C'est dire jusqu'à quel point que les juifs laïcs sont majoritaires, presque hégémoniques. Je ne veux pas dire que tous ces beaux mondes-là ne soient pas forcément croyants, et en tout cas, ils ne sont pas pratiquants, ça c'est sûr. Donc, les laïcs, oui, effectivement, sont vulnérables. Ils n'ont pas nécessairement la référence religieuse sur laquelle ils peuvent s'appuyer pour... Israël se substitue à leur référence religieuse. Israël, Mais pour terminer, j'avais bien aimé quand tu as parlé de diaspora. Il y a les vraies diasporas, les fausses diasporas. Et c'est vrai que les Juifs ont souvent employé le mot diaspora pour désigner leur situation, alors qu'en réalité, ça n'est pas du tout la même chose que la diaspora maghrébine. Non. Ils n'ont pas du tout les mêmes références, la même réalité objective par rapport à... Bon. Mais on dirait qu'ils prennent modèle sur la diaspora maghrébine, quelque part, pour dire nous aussi, nous sommes aussi la diaspora d'Israël, comme vous êtes la diaspora du Maghreb. On va vers une évolution de ce genre dans la représentation. Une diasporisation, d'ailleurs, alors qu'en fait, les vrais diasporas, c'est ceux qui sont partis d'Israël. Mais aujourd'hui, beaucoup de Juifs se disent, c'est un mot qui est employé, alors qui a été employé déjà dans l'Antiquité il y a 2000 ans, quand les Juifs venaient de quitter la Palestine, mais il continue à être utilisé. Et en ce sens-là, le mot diaspora renvoie à la Palestine. C'est peut-être au niveau des représentations psychologiques, effectivement, c'est au niveau de l'imaginaire. Évidemment, le diaspora, c'est les gens qui quittent leur pays pour aller à l'étranger et ils forment la diaspora de leur pays d'origine. Dans le cas juif, on utilise le terme très différemment, comme tu viens de dire. La diaspora, c'est la majorité de la population juive du monde qui n'a jamais été israélien et qui ne risque pas de le devenir. Mais ce n'est pas une diaspora, ça. Ça, c'est seulement les communautés juives. La diaspora israélienne, c'est-à-dire les Israéliens qui habitent au Canada ou aux États-Unis ou en Allemagne, ils sont nombreux. Ça, c'est une vraie diaspora. Oui, mais ce qui est amusant, israélienne et pas juive. Oui, mais ce qui est amusant, c'est que le mot diaspora peut être utilisé pour les Juifs, pour les Arabes maghrébins par rapport à leur pays d'origine. Ils ont le droit de se dire la diaspora. Bien sûr, parfaitement le droit. Dans la mesure où un franco-algérien qui habite en France, ils se disent qu'il fait partie de la diaspora algérienne et c'est correct, c'est dans le sens exact du terme, parce que sa famille vient d'Algérie et lui est en France, donc il fait partie de cette diaspora-là. Ce n'est pas le cas des Juifs français. Ils ne sont pas des Israéliens, ils sont français. Donc ils ne font pas partie d'une diaspora. Et d'ailleurs, quand on écoute la radio Orient, ils parlent en arabe sur Radio Orient, alors que sur la radio juive, ils ne parlent pas en hébreu. Ben non. Mais il y a une espèce de phénomène de miroir qui est intéressant là. Tu vois oui, bien entendu. Parce que la langue maternelle des expatriés maghrébins, c'est l'arabe. Tandis que la langue maternelle des Juifs français, figurez-vous, c'est le français. Ou c'est le polonais, ou c'est l'arabe éventuellement. Bien entendu, oui, je prends le cas de la France. Mais la langue des Juifs allemands, c'est l'allemand. Et les langues des Juifs britanniques, c'est l'anglais. Et ainsi de suite. Et voilà tout. Ils ne sont pas une diaspora d'Israël. Ils sont une diaspora d'autres pays, d'autres. Ils sont une diaspora ils peuvent être diaspora de Pologne, de n'importe quel endroit. Ce mot est intéressant. J'aime mieux le concept d'exil. Parce que dans les termes religieux, dans la théologie juive, l'exil, c'est quoi? C'est pas qu'on soit expatrié de son pays d'origine et qu'on vit ailleurs, à l'étranger, c'est pas ça. L'exil, c'est l'attente de l'arrivée du Messie. Tant que le Messie n'est pas là, nous sommes tous en exil, qu'on habite à Tel Aviv ou à Paris. Voilà. Donc le concept théologique de l'exil, c'est l'attente de la rédemption du Messie. Le terme diaspora a été claqué peut-être sur ce concept-là pour dire nous sommes tous en diaspora, où qu'on soit, en Palestine ou ailleurs. Mais finalement, Israël n'est pas le centre du monde juif. Quel serait le terme qui serait utilisé? Parce que toi, tu ne crois pas quand même à cette notion d'exil. Tu n'es pas croyant. Moi-même, je ne suis pas croyant. Donc tu ne crois ni à la notion d'exil, ni à la notion de diaspora. Non. Quel est le terme que tu utiliserais pour qualifier
la présence des Juifs dans le monde, en dehors d'Israël? C'est une minorité comme les Roms, qui n'ont pas de pays, qui sont une minorité partout là où ils sont. C'est le cas des Juifs aussi. C'est peut-être deux exemples emblématiques, peut-être l'exception qui prouve la règle. D'habitude, les gens ont un pays d'origine, tout groupe ethnique. Les Juifs font partie de ces rares peuples qui n'ont pas de pays. Maintenant, la création de l'État d'Israël est un phénomène récent et évidemment, c'est un pays pour les Israéliens. Mais c'est pas un pays pour les Mais Juifs français. néanmoins, on peut penser que, sans me faire l'avocat du diable, on peut penser qu'effectivement la création de l'État d'Israël a réactivé la notion de diaspora pour désigner que ces Juifs, justement, ils doivent revenir en Israël comme ils étaient une diaspora il y a 2000 ans, etc. Ça, Donc c'est aussi un terme idéologique. Tout à fait. C'est la mythologie sioniste, si tu veux, de prétendre que nous sommes en exil depuis 2000 ans, c'est-à-dire depuis la destruction du temple de Jérusalem par les Romains en 70 de l'ère chrétienne, et on attendait que le mot d'ordre de Ben Gurion pour rentrer, et maintenant qu'il a proclamé l'État d'Israël, ça y est, on retourne. C'est ridicule, on le sait. Moi-même, je suis ashkénaze, mes ancêtres sont polonais, on descend des Juifs khazars qui ont été massivement convertis au judaïsme au 9e siècle de l'ère chrétienne. Sinon, les Juifs du Maghreb ce sont des berbères qui ont été judéaisés. Eux et leurs ancêtres n'ont jamais habité en Palestine. Enfin, tu parles de Ben Gurion, mais qu'est-ce que tu dirais de Theodor Herzl finalement? C'est un homme politique de l'histoire contemporaine qui, dans les idéologies nationalistes du 19e siècle, a formulé une proposition, un projet national pour régler la question juive, c'est-à-dire de partir, par opposé à d'autres juifs comme Léon Trotsky ou Rosa Luxembourg ou Berberachov, ou les autres exemples sont nombreux, qui ont dit non, on reste et on lutte. Les fondateurs du Bund, qu'on soit anarchiste, communiste, socialiste, révolutionnaire, bundiste, tous ces juifs-là ont dit non, on va combattre l'antisémitisme, on va combattre le capitalisme et on va lutter pour nos droits et pour le socialisme. C'était leur option. Et l'option des sionistes était on s'en va et on crée un pays artificiel. C'est pas forcément en Palestine d'ailleurs, tu as raison. Non, ça peut être en Argentine, ça peut être en Ouganda. Tout à fait. Il y avait plusieurs propositions. Ils ont fini par opter pour la Palestine, ça aurait pu être ailleurs. Parce qu'il y a eu la guerre. Oh, S'il n'y avait pas eu la Première Guerre mondiale, le problème ne se serait pas posé. Parce que la Turquie a eu le malheur de s'associer avec l'Allemagne et ça donnait le prétexte pour les Anglais de récupérer. Ça solidifiait en quelque sorte ou confortait le choix de la Palestine comme destination pour la création d'un foyer national juif. Mais tout à fait, c'était relativement artificiel. Alors, est-ce qu'il y a des éléments de ton ouvrage que nous n'avons pas abordés dans cet entretien? Dans la première partie de mon livre, je retrace les origines du conflit israélo-palestinien. C'est une chronologie historique, mais du point de vue de la pensée juive. Et dans la deuxième partie du livre, je traite les différents débats intellectuels qui a lieu chez les Juifs sur cette question et l'évolution de l'opinion juive et la diversité de l'opinion juive sur la question de la Palestine. Tous ces sujets sont traités jusqu'à un moment très récent, c'est-à-dire jusqu'à ces dernières années. Donc Richard Wagman, une question juive, et on peut la trouver. Alors, il faut la commander maintenant. On peut la commander dans n'importe quelle librairie. Aux éditions Eddy Livre, là, en l'occurrence. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Richard. Merci, bon succès à ton livre, courageux. Merci, ça me fait plaisir.